Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et on reste dans le milieu du crime avec le cas Lizzie Borden. Cette histoire de double meurtre au procès couvert d'un engouement médiatique majeur. Une affaire qui deviendra un véritable sujet d'étude dans le domaine de l'étude de la criminologie, avec sa propre comptine et surtout sa protagoniste qui deviendra une icône du mouvement féminisme durant les années 50. Du fait du verdict final rempli de clichés particulièrement sexistes. Une vision particulièrement étriquée d'une femme qui, durant l'époque victorienne, était automatiquement étiquetée de par une nature faible et sans défense, et que forcément ce n'était pas possible qu'une femme soit en réalité une meurtrière sans scrupules. Alors, voyons ça de plus près, mettez-vous à votre aise, et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Lizzie Borden est née le 19 juillet 1860 et est la seconde fille d'un riche homme d'affaires, Andrew Jackson Borden. Lizzie, sa grande sœur Emma, ses parents et leur domestique Bridget Sullivan vivent tous ensemble dans la ville de Fall River dans le Massachusetts. Et malgré une aisance financière plus que confortable qui vaut aujourd'hui à une dizaine de millions de dollars, le père refuse de s'installer et de vivre dans un quartier un peu plus chic, un peu plus huppé, uniquement pour limiter les dépenses. En 1862, Sarah Borden décède et en 1865, Andrew va se remarier avec Abby Dufresne. Ce qui, même si à l'époque du remariage, les deux fillettes sont vraiment enfants, une fois l'adolescence et la vie adulte, cela va devenir un véritable sujet de dispute entre le père et les deux filles, car surtout l'aînée refuse d'appeler Abby maman. Lizzie est connue dans la région de Fall River comme une femme douce, serviable, particulièrement gentille et prête à tout pour aider son prochain. Elle participe à de nombreuses œuvres caritatives et a un rôle important dans la paroisse de sa ville. Ce qui sortait un peu du moule à l'époque pour une femme de 32 ans encore célibataire d'avoir une aussi bonne réputation et aussi un train de vie particulièrement bien rempli. Et pour Emma, sa grande sœur, c'est pareil, une très bonne réputation. La ville, franchement, apprécie énormément les deux sœurs, ce qui n'est pas le cas pour Andrew et sa femme. Ces derniers, eux, ont une réputation de personnes avares, irrespectueuses et surtout très antipathiques. Clairement, ils ne sont pas bien vus dans la ville. Ça va même devenir un sujet de conversation, voire même de dispute entre le père et ses deux filles. Bon, Emma est un peu plus diplomate, tandis que Lizzie, elle, dit clairement ce qu'elle pense. Elle reproche énormément au père leur train de vie très modeste, alors qu'ils ont les moyens de vivre très confortablement. Et surtout, ce qu'elle ne tolère pas, c'est le favoritisme envers sa belle-mère, donc la seconde femme d'Andrew, Abby, ainsi que le côté qu'il soit particulièrement radin envers ses deux filles. Elles ne peuvent pratiquement rien faire, vraiment très restreintes au niveau des interactions, et surtout le père, disons, a un contrôle absolu sur leurs finances. Ça impacte particulièrement la vie sociale de Lizzie, qui se voit obligée de refuser ou d'être privée, faute de moyens, de pouvoir participer à des événements, à des soirées, à des fêtes. Ça va vraiment être un point culminant sur la mauvaise relation entre les deux sœurs et leur père. On retrouve une ambiance particulièrement tendue au sein du foyer. Les deux sœurs ne dînent jamais en compagnie de leur père et de leur belle-mère, toujours dans leur coin. Le favoritisme vis-à-vis d'Abby du
point de vue financier, va particulièrement exaspérer les deux jeunes filles, surtout Lizzie, surtout quand elles vont apprendre que leur père a acheté une maison à la sœur d'Abby. Monsieur Borden va même jusqu'à modifier son testament en faisant des modifications ici et là et littéralement priver ces deux filles de leur héritage, car quasiment la majeure, voire même l'entièreté carrément de l'héritage ira à Abby et à sa famille. Donc même pas à ses filles, à la famille de sa belle-femme, enfin de leur belle-mère, enfin de sa seconde épouse. Quelques jours avant le drame, la famille, donc principalement les parents ainsi que la domestique, donc Bridget, vont tous les trois tomber gravement malades. Abby va alors se diriger vers son médecin, certaine qu'on veut l'empoisonner. Et en effet, le docteur Bowen, le médecin de famille, avec des analyses, des examens, va alors révéler une intoxication alimentaire avec le dîner de la veille. Le 4 août 1892, Andrew, accompagné donc de sa femme Abby et également du frère de sa précédente femme, donc le frère de Sarah Borden, sont tous les trois en train de prendre leur petit déjeuner jusqu'à ce que Andrew ait accompagné donc de son ex-beau-frère, on va dire ça comme ça, vont quitter la maison à 9 h du matin. Restant dans la maison, Abby, Lizzie et Bridget. Emma, quant à elle, était partie en ville pour rendre visite à des amis. Après le départ du père et donc de l'oncle, du beau-frère, enfin, aborder son nom, Lydie va demander donc à Bridget de nettoyer tous les carreaux du rez-de-chaussée. Une fois le travail terminé, la domestique va alors monter au 3e étage pour se reposer. Andrew va revenir à 10 h 45 et, tellement fatigué de l'intoxication de la veille, va vouloir se reposer et faire une sieste. Lydie va lui apporter ses chaussons, tranquillement, il fait sa sieste, et elle revient 30 minutes plus tard, et là, Lydie va découvrir l'horreur. Le corps d'Andrew est retrouvé de manière totalement abominable, avec un crâne fracassé à 11 reprises, avec ce qui va s'avérer plus tard être une hache. Une vraie boucherie, une scène totalement effroyable. Le crâne du pauvre homme est sectionné en deux, avec l'œil gauche littéralement arraché, et Bridget, qui se reposait au 3e, va alors être réveillée par les hurlements de Lydie. Les voisins, ainsi que le docteur Bowen, qui ont été alertés, vont directement se rendre sur les lieux pour essayer de prendre, on va dire, en charge et s'occuper un petit peu de Lydie, qui est vraiment en état de choc. Pendant ce temps-là, Bridget va alors remonter, rentrer à la maison, chercher après Abby. Et là, c'est le choc. Elle va également retrouver le cadavre d'Abby, également dans des conditions atroces. Et l'autopsie va même révéler qu'Abby a été tuée 1 heure avant Andrew et a été tuée sur le coup. Malheureusement, le tueur s'est acharné littéralement avec 18 coups de hache supplémentaires. L'arme du crime, donc la hache, va être retrouvée dans le sous-sol de la maison Borden et on va constater qu'il manque un bout du manche en bois. Les enquêteurs vont supposer que forcément ce morceau de bois coupé était le morceau avec les taches de sang du couple ainsi qu'avec les empreintes du potentiel tueur. La police va automatiquement suspecter Lydie, avec forcément des déclarations totalement contradictoires qui ne veulent pas aider la jeune femme. Elle va aller à dire aux policiers qu'elle était dans la grange en train de fabriquer des hameçons, et après dire qu'elle était non loin de la grange, elle s'était posée là-bas pour uniquement manger des poires. Or, le jour du crime, on était en totale canicule, la chaleur était étouffante, et pour la police, c'est un petit peu curieux que Lydie se soit isolée toute seule à l'intérieur de la grange, alors qu'il devait encore y faire plus chaud à l'intérieur. Mais l'incohérence de la jeune femme pourrait être expliquée par le fait que le médecin, donc Dr Bowen, a dû lui injecter de la morphine pour essayer de la calmer. Après vérification des enquêteurs, ils vont remarquer que toutes les portes de la maison sont verrouillées à double tour. Donc ça va exclure tout de suite la possibilité que quelqu'un de l'extérieur se soit infiltré dans la maison pour commettre le crime. Et les deux sœurs vont alors offrir une récompense de 5 000 $ pour quiconque aurait des informations sur ce crime. Mais ce qui va vraiment marquer les esprits et
lancé les rumeurs, c'est le comportement de Lizzie durant l'enterrement, et principalement durant son éloge funèbre pour son père, où elle était déjà réputée pour être quelqu'un qui n'était pas très émotif, enfin qui ne laissait pas paraître ses émotions. Mais durant son discours, elle va prôner une relation d'amour avec son père. Or, on connaissait, enfin, tout le monde était au courant des tensions entre les deux concernant l'argent. Donc du coup, son discours va littéralement sonner faux. Mais compte rendu des circonstances, on se dit, cette pauvre fille vient de perdre son père, elle se retrouve orpheline, elle a déjà perdu sa mère. Les bruits pour l'instant resteront de simples bruits. Jusqu'au lendemain de l'enterrement où Lizzie va alors être surprise en train de brûler une robe. Et celle-ci va dire « Oui, non, mais cette robe est tachée et c'est irrécupérable. » Le raccourci est vite fait. Beaucoup de gens pensent qu'elle a brûlé la robe qu'elle portait le fameux jour du double meurtre, afin de détruire toutes les preuves de sa culpabilité. Les preuves qui étaient les gouttes de sang de sa belle-mère et de son père sur cette robe. Et principalement aussi parce que beaucoup de témoins ont confirmé et affirmé avoir vu Lizzie, donc à la pharmacie, pour demander de l'arsenic. Et ça, c'était la veille du meurtre. Le 11 août 1892, Lizzie est arrêtée pour justement le double meurtre. Le lendemain, elle va déclarer non coupable et l'affaire sera analysée par un grand jury du 7 novembre au 2 décembre. Et en juin 1893, l'affaire sera jugée au tribunal de New Bedford dans le Massachusetts. Le juge en charge du dossier va rejeter toutes les tentatives d'accusation. En premier lieu, il va rejeter et refuser de prendre en compte les déclarations de Lizzie, bien qu'elles étaient contradictoires, sous prétexte que Lizzie, au moment d'être entendue, était sous morphine. Donc du coup, ça fausse totalement les déclarations. Et d'un autre côté, il va également refuser le témoignage du pharmacien, sous prétexte qu'acheter du poison, donc de ce cas-ci de l'arsenic, ne justifie en rien l'intention de l'utiliser. L'accusation est vraiment mise à mal parce qu'elle se voit privée de ses deux arguments principaux. Et même un des avocats constituant la partie civile va déclarer que le crime n'a pas été commis par les mains d'un homme en particulier, mais par les mains de quelqu'un qui est animé par la haine et le désir de tuer. Ben, ça ne va pas suffire au juge. Il ne va pas du tout donner la moindre considération à la partie de l'accusation. Emma sera également appelée à témoigner en faveur de sa sœur, bien qu'elle ait montré un manque de conviction flagrante et surtout qu'un événement très glauque a été mis en lumière. C'est que les deux sœurs ont dormi le jour du meurtre comme si de rien n'était, alors que le cadavre de leur belle-mère et de leur père se trouvait encore dans la cuisine. Le 20 juin 1893, le juge va donc déclarer après une heure de délibération Lizzie Borden non coupable. Et ça ne va pas se faire attendre, les médias ainsi que de nombreuses associations féministes vont présenter Lizzie comme une victime collatérale de l'incompétence de la justice. Et cette image de pauvre victime ne va seulement être mise en avant sur base que de sa réputation au sein de l'église. Après le procès, les habitants de Fall River vont vraiment être littéralement hostiles envers Lizzie. Bien qu'elle fût déclarée non coupable, qu'elle a été acquittée, les habitants la déclarent coupable. Pour eux, c'est elle qui a assassiné Andrew et Abby. Pour essayer d'oublier un petit peu sa réputation ternie et comme elle a hérité de la moitié de la fortune paternelle, elle va décider d'acheter une villa dans un quartier huppé de la région, va s'y installer avec Emma et adopter le nom officiel de Lisbeth Andrew Borden. À partir du moment où elle a touché l'héritage, Lizzie va adopter un mode de vie complètement luxueux, avec des dépenses compulsives, des achats, vraiment un mode de vie en totale opposition avec ce qu'elle a connu avec son père. Et en 1904, elle va rencontrer Nancy O'Neill, une femme mariée et surtout très endettée. Et une rumeur va perdurer jusqu'en 1906 sur une possible relation entre les deux femmes. Et en 1905, Emma va alors quitter la villa en très mauvais termes avec sa sœur, car les deux ne se parleront plus jamais du tout. Et
Bien qu'on ne connaisse pas la véritable raison, il y a deux théories. Soit la première, Emma, qui était une farouche religieuse, s'est retrouvée choquée et écœurée de la relation entre sa sœur Lizzie et Nancy. Ou bien, Emma a découvert des secrets, des révélations concernant la culpabilité de sa sœur. En 1926, Lizzie va tomber gravement malade et va se voir retirer la vésicule biliaire, pour mourir un an plus tard à l'âge de 66 ans d'une pneumonie. La mauvaise réputation de l'époque forcément fait qu'il n'y a pas eu d'annonce funéraire et très peu de personnes présentes à l'enterrement. Même pas sa sœur. Emma n'était même pas présente, ce qui montre vraiment que la relation était détruite entre les deux sœurs. Elle va alors léguer 30 000 $ à une association qui s'occupe des animaux de la région de Fall River, 500 $ pour l'entretien de la tombe de son père, et tout le reste de sa fortune va être légué à son ancienne domestique, Bridget Sullivan. Maintenant, bien qu'on connaît un petit peu l'histoire en elle-même, il y a eu plusieurs analyses, plusieurs théories qui ont été mises en avant et étudiées au fur et à mesure des années, et on va s'y attarder un petit peu. Forcément, le premier point qui vient, c'est le point de vue de l'héritage, qui pourrait être le mobile principal du crime. Forcément, les deux filles se sont retrouvées privées de leur héritage au profit d'Abby et de sa belle famille. Enfin, de leur belle famille, donc la famille d'Abby. C'est compliqué quand même. Et forcément, ça implique une possible participation d'Emma, vu qu'à la mort de leur père, la fortune a été séparée en deux. 50% pour Emma, 50% pour Lizzie. Ensuite, on a une autre théorie qui a été mise en avant, c'est la possibilité d'inceste au sein de la famille. Andrew agissait avec ses proches ou avec n'importe qui autour de lui, comme si c'est lui qui avait le contrôle absolu sur tout. Et forcément, avec une femme qui a déjà eu 2 enfants, donc du coup moins disponible du point de vue sexuel, juste avant son décès, là, il y a de fortes possibilités qu'Andrew ait ressenti une véritable frustration sexuelle. Surtout qu'Andrew, après la mort de Sarah, ne va pas se diriger vers la solution de facilité, donc en gros, faire appel au service d'une prostituée. Et aux 13 ans d'Emma, ce dernier va alors la nommer comme maîtresse de maison, ce qui est quand même un petit peu malsain, un petit peu chelou. Et le pire, c'est qu'il va également interdire les visites de famille ou de proches. Donc, pas d'amis, pas de garçons. Vraiment, personne de l'extérieur qui pouvait venir rendre visite. Il va littéralement isoler les deux filles, ce qui pourrait correspondre à un mode opératoire d'un pervers sexuel incestueux. C'est un de ces modes vraiment... c'est une des choses qu'il fait pour priver ses deux victimes, vraiment les mettre au pied du mur, les mettre vraiment seules au monde, pour qu'elles n'aient pas la possibilité de pouvoir appeler à l'aide. Ce qui expliquera également cette thèse de la frustration sexuelle, c'est qu'avec Abby, ils n'ont jamais eu d'enfants, bien qu'ils ont été ensemble plus de 20 ans. Donc il y a deux possibilités, soit Abby était stérile, donc ce qui réduit fortement la possibilité d'inceste, parce que bien qu'elle était stérile, ils ont dû sûrement avoir une sexualité épanouie. Ou alors, Abby a fait simplement le choix de chasteté. Et là, on retourne sur la possibilité de l'inceste et de la frustration sexuelle. Jusqu'au jour où Lizzie et Emma en ont ras-le-bol. Ça suffit. Elles décident d'enterrer la hache de guerre. Enfin, plutôt enterrer la hache dans le crâne de leur père. Et pour Abby, c'est la même chose. Forcément, son silence fait d'elle une complice. La recherche d'un coupable va mettre en avant plusieurs suspects. En premier lieu, on aura Bridget, donc l'ancienne domestique, qui en avait marre du comportement abusif d'Abby et d'Andrew, surtout de leur comportement le fameux jour du drame, alors qu'elle aussi avait été intoxiquée. Elle était épuisée et en pleine canicule, elle était encore tuée de travail. Et elle va même jusqu'à déclarer, enfin faire un faux témoignage et à modifier une déclaration pour innocenter Lizzie. Après, les soupçons se sont rabattus vers Emma. Forcément, en tant qu'unique tueuse, ça aurait pu expliquer les déclarations contradictoires de Lizzie, qui se retrouvait un petit peu le cul entre deux chaises pour essayer de protéger sa sœur. Le docteur Bowen aussi va être suspecté,
car il avait une très mauvaise relation avec Andrew et Abby. Il ne s'entendait vraiment pas avec le couple. Et une lettre anonyme va arriver à la police attestant que le jour du meurtre, le docteur Bowen était dans une voiture qui allait à toute allure, accompagné d'un inconnu, qui aurait pu être John Morse, c'est-à-dire le frère de la première femme d'Andrew. On a aussi David Anthony, un gendre en colère qui s'est vu refuser la main de Lizzie. On a aussi un employé d'Andrew qui était mécontent de ne pas avoir touché l'intégralité de son salaire, et même la rumeur d'un fils illégitime qui se serait appelé Billy ou William, qui pris de colère de ne jamais être reconnu par son père, a décidé de se venger. On a également un peu plus d'infos pour Lizzie, car on a des rumeurs que Andrew aurait pété un câble quand il aurait appris la relation entre Lizzie et la domestique Bridget. Ou alors aussi l'hypothèse que Lizzie était atteinte de troubles dissociatifs de l'identité, avec des crises d'épilepsie cataméniale et de nombreuses sautes d'humeur parfois extrêmement violentes. Mais bon, ce sont des théories qui ont survolé, qui ont bifurqué aux quatre coins de ce dossier sans jamais trouver la moindre validité. Clairement, on n'a jamais pu prouver quoi que ce soit, ça a toujours été de simples rumeurs. Malheureusement, le fin mot de l'histoire, on ne le saura jamais, car toutes les personnes qui étaient là au moment des faits, qui ont participé de près ou de loin à cette enquête ou qui faisaient partie de ce dossier, sont toutes décédées à l'heure actuelle. Donc le secret est vraiment parti dans la tombe avec celui qui le détenait. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!